Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle conférence, La douleur après l'inflammation, faite par le professeur Bertin au service de rhumatologie et de la douleur chronique au CHU de Limoges. Monsieur Bertin, nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour venir faire cette conférence. Je vous rappelle que sur votre droite, au niveau de chatter, vous pouvez poser vos questions, qu'ils seront posées en cours de conférence ou à la fin. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci, Monsieur Bertin, c'est à vous. Merci madame, bonsoir à tous et à toutes, sans faire d'imitation mal placée. Donc ce soir, j'ai le plaisir de parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais qui en même temps n'est pas si facile que ça à expliquer, parce qu'il est très novateur, avec des données scientifiques récentes, et que je vais essayer de traduire en langage clair, le plus clair possible, je l'espère. Donc la thématique, c'est la douleur, inflammation, après l'inflammation. On aurait pu formuler autrement, est-ce qu'il peut y avoir encore de la douleur alors qu'il n'y a plus d'inflammation? Voilà mes liens d'intérêt que je vous laisse lire. Alors on va commencer par une petite vignette clinique. Imaginez ce cas clinique d'une dame de 35 ans qui a une spondyloarthrite radiographique axiale HLA-B27 positive, diagnostiquée 10 ans auparavant, et qui, après plusieurs années d'anti-inflammatoires seuls, avec une bonne gestion de la symptomatologie grâce à ce traitement, elle a ensuite échappé aux AINS, aux anti-inflammatoires, et elle a débuté un traitement, il lui a été proposé de débuter un traitement par anti-TNF alpha. Donc elle est sous anti-TNF depuis 5 ans, et elle est en rémission depuis 4 ans et demi. Rémission selon les critères qu'on utilise, nous, dans notre jargon médical, les critères ASAS. Et donc, elle est très bien sur le plan clinique, sur le plan biologique, sur le plan radiographique. Elle assume son activité de consultante en informatique, mais malheureusement, elle dit à ses médecins, son médecin traitant et son rhumatologue que depuis 6 mois environ, elle se plaint de plus en plus de douleurs quotidiennes, diffuses, qu'elle supporte de moins en moins bien. Alors, il y a une petite faute d'orthographe, c'est moins en moins, c'est pas moins en moins bien. Et puis le rhumatologue refait tout un bilan, bien sûr une évaluation clinique avec les questionnaires que vous connaissez d'évaluation de la spondyloarthrite, un bilan biologique pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'inflammation, un bilan radiographique, un bilan échographique, et tout confirme que sur les paramètres médicaux classiques, la spondyloarthrite de cette dame est considérée en rémission. Mais elle continue à souffrir. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On pourrait dire, bah, je vais prendre des médicaments antalgiques très puissants comme les opioïdes, hein, ou alors je vais proposer de la cortisone, la corticothérapie, ou alors je vais peut-être changer de biothérapie, ça pourrait être aussi une idée, ou alors je vais maintenir le traitement sans modification en me disant, oh là là, elle m'ennuie avec ses douleurs, ça peut arriver, j'espère que non. Ou alors on se dit on va faire une évaluation assez approfondie de la douleur, non seulement une évaluation quantitative, donc mesurer la quantité de douleur que cette patiente ressent en lui demandant de le faire elle-même sur des échelles que vous connaissez sûrement, notamment l'échelle visuelle analogique ou l'échelle numérique entre 0 et 10, mais aussi et surtout peut-être une évaluation qualitative de quel type de douleur elle se plaint réellement. Ou alors on peut se dire ah, mais c'est psychologique, c'est un raccourci qui est souvent vite fait, et donc on pourrait prendre un avis psychiatrique ou auprès d'un psychologue, voire d'autres idées potentielles. En fait, cette situation de douleur qui persiste alors que l'inflammation a disparu, elle a surtout été mise en évidence dans une maladie qui n'est pas la spondyloarthrite ou les spondyloarthropathies en général, mais qui est la polyarthrite rhumatoïde. Et là, une étude à laquelle j'ai participé et qui a été publiée dans une revue intéressante, vous voyez, le mécanisme est le même hein, que dans la spondyloarthrite. Hein. Donc, vous avez 1147 patients qui souffrent d'une polyarthrite rhumatoïde et qui sont traités par biothérapie. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette maladie qui est quand même très sévère, 839 sont considérés comme en activité très faible de la maladie. Le critère qu'on utilise, là, c'est le DAS 28. Donc, ils sont considérés comme aller très bien sur les paramètres objectifs. Mais malheureusement,
quand on leur demande de mesurer leur douleur entre 0 et 10, de donner leur douleur entre 0 et 10, vous voyez qu'en moyenne, ils sont quand même à 2,3. Donc, ça veut dire qu'on améliore très bien les gens sur un point de vue inflammation, d'un point de vue prise de sang, d'un point de vue radiographique, on stabilise les choses, mais il y a quand même de la douleur résiduelle. Alors, la bonne question à se poser, c'est de quel type de douleur cette Madame S continue-t-elle à souffrir? En fait, elle a eu une période même où elle n'avait plus du tout de douleur et depuis 6 mois, elle se remet à souffrir de cette douleur-là. Comment on fait pour orienter le diagnostic? Je vais essayer de ne pas trop compliquer les choses. Et puis, est-ce que ça modifie la prise en charge? Est-ce qu'il y a un traitement qui est différent? Alors, on va entrer dans des schémas qui peuvent paraître un petit peu compliqués, mais c'est important d'expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent une douleur? En fait, quand il y a une stimulation douloureuse, par exemple une articulation qui est enflammée, par exemple un calcul dans le rein, ça peut être aussi une plaie, une coupure sur la peau, etc. Ça peut être une infection avec un abcès, des choses comme ça. À ce moment-là, il y a les petites terminaisons nerveuses qui sont répandues dans tout notre corps, sont stimulées par cette anomalie et déclenchent des courants électriques qui vont conduire le phénomène douleur jusque dans la corne postérieure de la moelle, c'est-à-dire la moelle épinière. Et puis ensuite, ici, il y a un petit relais comme un relais électrique qui va stimuler le deuxième nerf de la douleur, qui va aller transmettre l'information jusqu'au niveau du cerveau, à la fois sur le plan je dirais, de la sensation, mais aussi du côté extrêmement désagréable et du côté mémorisation de la douleur. Donc, vous voyez, ça, c'est une douleur aiguë. Et la douleur aiguë, c'est une fonction qui est vitale. Si on n'a pas de système douleur, on ne peut pas vivre. Parce que imaginez que vous fassiez une fracture de cheville et que vous continuiez à marcher parce que vous n'avez pas mal, évidemment, vous détruisez complètement votre articulation, etc., etc. La douleur aiguë est un signe d'alerte qui est essentiel à la survie. Alors par contre, la douleur chronique, c'est très différent parce que la douleur chronique n'a plus d'intérêt particulier. Le message est passé qu'il y avait une problématique et au contraire, la douleur chronique, elle est assez délétère. Alors on pensait avant qu'il y avait essentiellement deux types de douleurs chroniques. La douleur chronique qu'on peut appeler nociceptive, en fait, qui est liée à la répétition de la stimulation des petits nerfs périphériques, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule douleur aiguë, vous répétez les stimulations douloureuses, et à ce moment-là, vous avez une douleur aiguë qui se répète, et ça devient une douleur chronique. Et ce qu'on a montré dans ces douleurs aiguës qui se répètent, c'est qu'à force de stimuler ce nerf-là, il devient de plus en plus sensible. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes physiologiques, des mécanismes normaux qu'on a mis en évidence qui font que plus vous stimulez le système de la douleur, plus ce système de la douleur devient sensible à une stimulation. Donc, au final, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation périphérique. Plus les gens souffrent, plus la douleur est chronique, plus la moindre stimulation douloureuse est ressentie comme intense. Et deuxièmement, à ce niveau-là, je vous ai montré qu'il y avait une connexion, pour faire très simple, appeler ça une connexion électrique. Là aussi, il y a un emballement de la machine. C'est-à-dire que plus vous apportez d'influx électrique à ce niveau-là, plus les molécules qui sont responsables de le transmettre au deuxième nerf, eh bien, vont être en abondance et vont être prêtes à amplifier le signal. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Donc, la douleur chronique nociceptive conduit à une sensibilisation périphérique et une sensibilisation centrale qui fait que plus les gens souffrent, plus ils deviennent sensibles et réceptifs à la douleur. D'où l'intérêt de traiter la douleur le plus précocement possible. Et ça, les anesthésistes ont longtemps travaillé là-dessus, enfin depuis longtemps, pardon, travaillé sur cette chose-là. Et on sait très bien, par exemple, que plus on gère de façon très efficace une douleur au décours d'une intervention chirurgicale, moins il y a de risque de développer une douleur chronique après la chirurgie. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années dans ce domaine. Il y a un deuxième type de douleur chronique, c'est les douleurs neuropathiques. On a appris ça il y a une vingtaine d'années. En fait, quand on a une maladie ou une section d'un nerf, par exemple, il y a une section d'un nerf par un traumatisme, par un accident, par une intervention chirurgicale ou autre,
Ce nerf va se mettre à faire des décharges anormales, des décharges électriques anormales, et alors même qu'il n'est pas stimulé en sa périphérie, il va induire de la douleur inappropriée, puisqu'il n'y a pas de stimulation douloureuse. C'est ce qu'on appelle la douleur neuropathique. J'explique aux gens que c'est comme si on débranchait la prise murale et que la lampe de chevet continue à faire de la lumière. L'ampoule continue à éclairer. D'accord? C'est un emballement anormal du système douleur du fait d'une lésion de la douleur, du système douleur. Ce système douleur, on appelle somatosensoriel, c'est un peu compliqué. Ce système douleur, il peut être lésé, je l'ai dit, par des traumatismes, par des amputations. Hein. On sait très bien, vous avez peut-être déjà entendu parler du syndrome du membre fantôme, que quand les gens sont amputés d'un membre inférieur, ils ont des douleurs neuropathiques jusqu'au bout des orteils, alors qu'ils n'ont plus de membres. Et c'est le syndrome du membre fantôme qui est très douloureux, potentiellement très douloureux. Ça peut être aussi des lésions du système nerveux après une infection. L'exemple type, c'est le zona. Les douleurs post-zoostériennes après le zona sont souvent des douleurs importantes et c'est pour ça que dès que le zona commence, aujourd'hui, on traite efficacement le zona pour éviter au maximum ces douleurs post-zoostériennes. Donc, ces deux types de douleurs chroniques, voilà, on connaît ça depuis assez longtemps, mais il nous manquait l'explication de douleurs chroniques de type syndrome du côlon irritable, céphalée chronique quotidienne, syndrome fibromyalgique, etc. Et puis aussi pour expliquer pourquoi on a des patients qui ont des douleurs chroniques alors qu'il n'y a plus d'inflammation. Et c'est en 2016 que les premiers travaux ont été faits pour démontrer qu'il y avait un troisième type de douleur chronique qui s'appelle en fait les douleurs nociplastiques. Je vais y revenir. Je ne vais pas vous détailler tout ça, mais ces auteurs ont dit, en fait, ce que je vous ai dit, il y a la douleur nociceptive qui est liée à une stimulation du système douleur, la douleur neuropathique qui est liée à une lésion du système douleur qui crée lui-même la douleur alors qu'il n'y a pas lieu d'être, et puis il y a la douleur nociplastique qui ressemble cliniquement à la douleur neuropathique, c'est très très proche de la douleur neuropathique, c'est-à-dire ça fait des décharges électriques, des brûlures, des sensations de serrement en étau, et puis les gens ont une sensation de peau un peu cartonnée, et en même temps quand on touche la peau, juste à l'effleurement de la peau, des fois il y a des douleurs induites, c'est ce qu'on appelle l'allodynie, c'est-à-dire une réponse anormale à un stimulus qui n'est pas douloureux et qui devient douloureux. Et ça, les douleurs nociplastiques ont les mêmes caractéristiques cliniques que les douleurs neuropathiques, mais on ne met pas en évidence de section d'un nerf ou de maladie nerveuse, on ne met pas en évidence d'agents infectieux, etc. Donc, c'est un dysfonctionnement dans le système douleur lui-même, douleur nociplastique. Donc, pour résumer, la classification actuellement des douleurs qui a été faite par l'Association internationale d'études de la douleur, c'est les douleurs nociceptives, vous mettez le doigt sur la plaque chaude, vous stimulez vos nocicepteurs du doigt et vous avez une douleur aiguë. Et puis, ça va passer en quelques heures ou quelques jours, ça dépend de l'intensité de la lésion cutanée que vous avez créée. Vous avez les douleurs neuropathiques qui sont liées à une lésion du système nerveux. Là, vous avez un zona terrible et donc il y a une lésion carrément des nerfs. Et puis, il y a ces fameux douleurs nociplastiques qu'on rencontre dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Un RIC, c'est pour rhumatisme inflammatoire chronique, dont les spondyloarthrites, dont la polyarthrite rhumatoïde, dont d'autres maladies inflammatoires ou immunitaires chroniques. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la relation entre le système de la douleur et le système de l'immunité. Quand on a une agression tissulaire, on pourrait prendre une infection bactérienne, une infection virale, malheureusement en ce moment c'est très à la mode, mais ça peut être aussi simplement le fait de se couper, le fait d'avoir un hématome, le fait d'avoir une maladie inflammatoire avec une fabrication d'inflammation locale, du liquide dans les articulations ou de l'inflammation des tendons, des anthèses, des muscles, on voit dans les spondyloarthrites. Et à ce moment-là, c'est considéré comme une agression tissulaire. Il y a deux modes de réponse qui s'installent. D'abord, cette agression tissulaire active les nocicepteurs dont on a parlé, les récepteurs à la douleur. Ça crée une douleur aiguë. Cette douleur aiguë, elle permet
à l'être humain qui la ressent d'éviter l'agent responsable de la douleur. Hein. Donc, si on met le doigt sur la plaque chaude, ben, immédiatement, sans y réfléchir, par un arc réflexe qui passe au niveau de la moelle épinière, ça passe pas par le cerveau, comme ça on gagne du temps. On retire le doigt, et donc ça permet la guérison. Et en même temps, quand on a une douleur aiguë, on la mémorise. On a un système de mémorisation cérébrale de la douleur qui fait qu'à chaque fois qu'on se remet à souffrir, on compare la douleur du moment aux douleurs antérieures. Et ça permet aussi, cette mémorisation, d'éviter de se reconfronter. Une fois que le petit enfant il a compris qu'il ne fallait pas mettre le doigt sur quelque chose de chaud, eh ben, voilà, quand il verra quelque chose de rouge, il ne remettra pas le doigt dessus. Et puis, il y a l'activation du système immunitaire qui est très important. Ce système immunitaire, au cours d'une agression, il crée de l'inflammation. Et cette inflammation, elle est bénéfique, elle est nécessaire. Par exemple, si vous avez un traumatisme dans une articulation, il y a des dégâts, des débris articulaires, des débris de cartilage, il y a du liquide synovial, bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. Et à ce moment-là, les cellules de l'immunité viennent complètement nettoyer le foyer et permettre la réparation tissulaire, et donc aboutir à la guérison. Et en même temps, quand on active son système immunitaire, tout au long de la vie, mais bien sûr surtout au début de la vie, mais tout au long de la vie, c'est ce qui se passe quand on est vacciné, par exemple, et on crée de l'immunité acquise, qui permet que la prochaine fois qu'on va rencontrer cet agent cette agression, par exemple ce virus ou cette bactérie ou autre, hop, tout de suite on va avoir une immunité qui va permettre de lutter beaucoup plus efficacement. Et vous voyez que c'est deux systèmes qui marchent en parallèle et que jusqu'à il y a très peu d'années, les chercheurs ont toujours séparé. Il y en a qui étudiaient le système de la douleur, l'autre qui étudiait le système immunitaire. En fait, on s'aperçoit que c'est la même finalité, c'est la guérison. Et maintenant, on sait qu'ils communiquent entre eux. Et cette communication, elle est dans 99% très bénéfique, mais de temps en temps, cette communication, elle est délétère. Et de temps en temps, on peut expliquer pourquoi il n'y a plus d'inflammation, mais que la douleur persiste. En fait, quand il y a de l'inflammation persistante, elle est capable de créer de la sensibilisation périphérique et de la sensibilisation centrale, comme je vous l'ai montré dans les douleurs nociplastiques. Si on fait régresser complètement l'inflammation, il n'y aura plus ce phénomène, sauf que de temps en temps, et là on ne sait pas vraiment pourquoi encore, il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a une autonomisation de cette sensibilisation périphérique et de cette sensibilisation centrale, et donc l'inflammation a régressé, les médecins sont contents, les examens sont bons, mais comme il y a cette sensibilisation périphérique et centrale, en fait, dès que les gens ont une petite stimulation qui n'est pas forcément douloureuse, ils ressentent de la douleur. Par exemple, moi, si j'appuie sur mes muscles, je peux appuyer pas trop fort, je ne ressens rien. Mais quand on a une sensibilisation périphérique et centrale, on peut ressentir de la douleur parce qu'on est sensibilisé et que des stimulations non douloureuses deviennent douloureuses. Donc ça, ce sont des douleurs inappropriées qui sont liées au fait que l'inflammation a laissé des cicatrices de sensibilisation périphérique et centrale. Ce sont les douleurs nociplastiques. Puis ça marche dans l'autre sens aussi. Ça, c'est très très important. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est très important. Quand on a de la douleur, au début qu'on a de la douleur, en fait, on a des médiateurs de la douleur qui sont capables de stimuler l'immunité et de créer de l'inflammation. Et donc, au début d'une douleur, on a tout intérêt aussi à être le plus actif possible parce que sinon, on a un cercle vicieux qui s'installe, douleur, inflammation, inflammation, douleur, et ça tourne comme ça. Donc, il faut absolument couper ce cercle infernal. Alors, je vais essayer de rentrer et de vous faire comprendre encore mieux, j'espère, si vous me direz si vous avez compris ou pas. Qu'est-ce que c'est que cette sensibilisation à la douleur? Vous avez ici plein de cellules de l'immunité qui sont impliquées dans les maladies inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite, à différents degrés, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans la complexité des choses, mais ces molécules de l'immunité et de l'inflammation, elles fabriquent des molécules, ces cellules de l'immunité et de l'inflammation, elles fabriquent des molécules qui vont induire l'inflammation. Par exemple, vous connaissez les cytokines, mais vous connaissez le TNF-alpha, puisqu'on utilise les anti-TNF-alpha dans la spondyloarthrite. Et puis, il y en a d'autres.
Il y en a beaucoup d'autres. Vous connaissez peut-être les prostaglandines, vous en avez sûrement entendu parler, la prostaglandine qui est très inductrice de douleur. Et ces molécules-là, si on les laisse trop longtemps, si elles restent dans l'environnement du récepteur de la douleur qui est ici, eh bien, ce récepteur de la douleur va être sensibilisé. Et si je touche le doigt, normalement, j'aurais dû juste envoyer un signal de sensibilité, de tact, en fait, c'est-à-dire non douloureux. Mais si le nerf est sensibilisé par ces molécules-là, de l'inflammation, à ce moment-là, la personne va ressentir de la douleur. C'est la sensibilisation périphérique. Dans notre jargon, on appelle ça l'allodynie. L'allodynie, c'est le fait de ressentir de la douleur alors que la stimulation que l'on applique n'est pas douloureuse. Typiquement, vous vous frottez la peau, c'est pas douloureux, c'est même plutôt agréable. Et chez les gens qui ont des douleurs nociplastiques ou neuropathiques, eux, ça leur déclenche une douleur dans la zone qui est considérée. L'hyperalgésie, c'est le fait de ressentir une douleur très intensément alors que le stimulus douloureux est considéré comme peu douloureux. Et vous avez la même chose au niveau du relais. Vous vous rappelez, je vous ai montré le relais dans la corne, dans la moelle épinière, la partie arrière de la moelle épinière, le relais électrique, on appelle comme ça pour faire très simpliste. Eh bien, il y a des cellules immunitaires qui entourent ce relais et qui sont capables d'amplifier le signal et donc de faire une sensibilisation, cette fois-ci qu'on appelle centrale. C'est exactement la même chose, simplement c'est que la sensibilisation périphérique, elle se passe au niveau des récepteurs périphériques. La sensibilisation centrale, elle se passe au niveau de ce relais dans la moelle épinière. Et ça crée aussi donc de l'allodynie ou de l'hyperalgésie. Donc ça crée des douleurs nociplastiques. Alors là, j'ai repris l'exemple parce que j'ai pas la diapo, j'ai pas trouvé la diapo pour la spondyloarthrite, mais il faudrait la faire. Déjà en 2014, cet auteur, il avait eu une vision extrêmement intéressante. Il a essayé de montrer, je suis désolé, la diapo est en anglais, mais je vais traduire. Il a essayé de montrer un petit peu les différentes étapes douloureuses qu'un patient qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, mais c'est exactement pareil avec une spondyloarthrite ou avec n'importe quelle autre maladie inflammatoire chronique, les différentes étapes que ce patient ou cette patiente peut vivre. Au début de la maladie, en fait, ce sont des douleurs inflammatoires répétées. C'est ce qu'ils appellent acute inflammatory flares, donc des accès inflammatoire qui conduit à de la douleur inflammatoire répétée. Voilà. Et puis, progressivement, ces processus de répétition de douleurs aiguës inflammatoires conduisent à une altération des processus périphériques et centraux, et donc induisent la sensibilisation périphérique et centrale, ce qui fait que les gens développent des douleurs nociplastiques. Et puis, pendant la période où même l'inflammation a disparu. Et puis, si on n'arrive pas avec nos traitements, actuellement on y arrive plutôt bien, mais on n'arrive pas toujours, si on n'arrive pas à éviter les dégâts structuraux, c'est-à-dire les lésions vertébrales ou les lésions articulaires ou les fusions vertébrales, etc., dans la spondyloarthrite, eh bien, à ce moment-là, on a des douleurs qui sont nociceptives, mais qui sont mécaniques cette fois-ci, à l'autre bout de la chaîne. Et puis, le quatrième type de douleur qu'un patient souffrant d'un rhumatisme inflammatoire peut rencontrer, c'est les douleurs neuropathiques. C'est-à-dire que si, malheureusement, on est obligé de lui poser une prothèse de genou, par exemple, et que, eh bien, il y a une petite section pendant l'intervention chirurgicale de quelques rameaux nerveux sensitifs, il va développer des douleurs neuropathiques. Et puis, on peut faire un zona au cours d'une spondyloarthrite ou d'une polyarthrite rhumatoïde, comme au cours de toute maladie. Et puis, on peut aussi faire des lésions nerveuses liées à certains traitements. Alors, c'est beaucoup plus valable pour d'autres maladies, notamment le cancer, où il y a beaucoup d'altération des systèmes nerveux par les chimiothérapies. Mais avec les biothérapies, c'est très, très rare, mais il y a eu quelques cas décrits quand même, où on altère la fonction et le bon fonctionnement des nerfs sensitifs. Donc, vous voyez qu'on peut avoir pas mal de types de douleurs. En pratique, dans une maladie inflammatoire comme la spondyloarthrite, on a essentiellement des douleurs nociceptives inflammatoires. Mais on peut aussi avoir des douleurs nociceptives mécaniques si on a abîmé des articulations ou des vertèbres. Et puis, on peut malheureusement de temps en temps
avoir des douleurs neuropathiques si, par exemple, on est opéré ou si on fait un zonage, je viens de le dire. Et enfin, et ça, c'est le concept nouveau qui nous permet d'expliquer beaucoup de situations cliniques où on a une dissociation entre nous, les médecins, notre appréciation sur des critères qui sont quand même de plus en plus fiables. On a fait beaucoup de progrès sur l'évaluation des rhumatismes inflammatoires, mais quand même, on se dit, le patient, d'après les critères, d'après la prise de sang, d'après, etc., tout va bien, mais les patients ont des douleurs parce qu'ils ont développé une sensibilisation périphérique et centrale et donc ils ont développé des douleurs nociplastiques. Avant, certains auteurs, enfin classiquement, on disait c'est une fibromyalgie secondaire, c'est-à-dire qu'on disait il y a la fibromyalgie, vous connaissez, c'est une maladie d'ailleurs dont le diagnostic différentiel avec la spondyloarthrite au début n'est pas toujours évident, il faut faire attention, il faut être un bon clinicien et bien regarder les examens, etc., bien écouter les gens, et tout le monde peut se tromper au début. Mais c'est une maladie différente, la fibromyalgie. Et on disait, c'est quelqu'un qui a une spondyloarthrite et puis qui a développé une fibromyalgie secondaire. Non, non. En fait, il a développé des douleurs nociplastiques. C'est beaucoup plus clair parce que ça correspond à une réalité scientifique que l'on connaît depuis peu de temps, mais qu'on connaît quand même et pour laquelle on va encore bien sûr progresser. Alors, que faire, c'est un topo que je fais pour les médecins aussi, que faire quand on est content de nos critères objectifs, nous, mais que les patients ne sont pas très contents parce qu'ils ont encore des douleurs. Ben déjà, il faut écouter la plainte douloureuse parce que la douleur nociplastique, elle n'a pas la même, elle n'est pas décrite avec les mêmes termes que la douleur inflammatoire. Le rythme est différent. La douleur inflammatoire, vous savez que c'est surtout la nuit, en deuxième partie de nuit, c'est surtout le matin, et puis après ça va un petit peu mieux, ça se déroule, ça s'améliore. Les douleurs nociplastiques, elles sont permanentes, comme les douleurs neuropathiques. Donc c'est pas le même rythme au cours de la journée. L'intensité est différente. Les mots qui sont utilisés pour les douleurs neuropathiques, ou les douleurs nociplastiques, j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais vous allez voir un petit peu quand même tout à l'heure, sont des mots qui sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise pour décrire des douleurs inflammatoires. Et puis souvent, ces douleurs nociplastiques, elles ont un retentissement dans la vie quotidienne et elles peuvent être très envahissantes. Voilà, donc moi, je pose souvent la question, mais est-ce que c'est la même douleur que celle que vous ressentiez au début de la spondyloarthrite avant qu'on vous mette sous votre anti-TNF qui vous a beaucoup amélioré? Et la plupart des gens sont capables de dire non, c'est une douleur, mais c'est plus la même. Et on a des outils aussi pour s'aider. On a des outils qui sont des outils dérivés d'autres situations cliniques, mais on a des outils. Je vais vous les montrer très rapidement parce que c'est compliqué. Même pour les médecins, c'est pas toujours évident. Mais si on prend le temps de les utiliser, notamment ce fameux questionnaire ANAES de la douleur chronique, on arrive beaucoup plus à décortiquer la plainte douloureuse. Parce que si on en reste simplement au fait de dire le patient dit j'ai mal, le médecin entend bon, ok, il a mal, et on en reste là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et si on demande aux gens de remplir des questionnaires comme ça, on arrive avec l'utilisation des mots. Enfin, par exemple, si par exemple on demande à quelqu'un qui souffre de côté entre 0 et 4, par exemple, s'il a des élancements extrêmement forts, il va mettre une croix ici. Par contre, s'il a des coups de poignard extrêmement forts, il va mettre une croix ici. S'il n'a pas de fourmillement, il va mettre une croix là. Si la douleur elle est modérément épuisante, c'est là. Si elle est très épuisante ou angoissante, c'est ici. D'accord? Je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais c'est très intéressant pour le médecin de comprendre le ressenti du patient en essayant de décortiquer avec des mots. Ça, c'est des questionnaires qui sont scientifiquement validés. Hein. Au départ, c'était le McGill-Penn questionnaire. C'est le questionnaire de l'hôpital de McGill à Montréal qui a été toujours en pointe pour l'évaluation et le traitement de la douleur et qui a été repris par les Français et qui a été validé par l'ANAS, l'ancienne HAS. Vous avez aussi un outil qui vous permet de faire le diagnostic de douleurs neuropathiques. Et comme les signes cliniques de douleurs neuropathiques sont les mêmes que ceux de douleurs nociplastiques, par extension, je pense qu'on peut l'utiliser pour les douleurs nociplastiques. Je ne rentre pas dans le détail, mais le médecin, il doit demander aux gens s'ils ont des brûlures, des décharges électriques, il met oui ou non, des fourmillements, des picotements, des engourdissements. Et puis après, il fait l'examen clinique. Est-ce que la personne sent bien sur la zone douloureuse? Ou est-ce que, voilà, et est-ce que, par exemple, la douleur est provoquée par le frottement? C'est cette fameuse allodynie. Et s'il y a plus de 4 points sur 10, le diagnostic de douleur neuropathique est fort probable.
Et puis, il y a les questionnaires pour rechercher la fibromyalgie, ce fameux questionnaire FIRST. Et puis, il y a le questionnaire ACR, c'est American College of Rheumatology sur la fibromyalgie, qui est très intéressant et qui peut être utile pour les douleurs nociplastiques. Vous voyez, ces douleurs diffuses, hein, voilà, ça, quand on demande aux gens qui ont une spondyloarthrite inflammatoire pure de dessiner leur douleur, c'est rare qu'ils dessinent autant de points. Alors que quand la douleur est diffuse dans les douleurs nociplastiques, ben voilà un peu le schéma que les gens, même des fois, ils peuvent assurer beaucoup plus. Et c'est très utile pour le médecin. Puis après, il y a d'autres critères, je ne rentre pas dans les détails, c'est très compliqué, ça demanderait des heures pour se l'approprier. Alors au final, pour conclure, ce qui est intéressant dans ce comment dire, démembrement, dans cette classification des différents types de douleurs que les patients peuvent ressentir, c'est qu'en face du type de douleur, ben, on met les médicaments qui sont plus appropriés. Quand il y a des douleurs inflammatoires, nociceptives inflammatoires, on met des anti-inflammatoires, éventuellement des corticoïdes. Quand c'est des douleurs mécaniques, on met des médicaments qui agissent sur les douleurs mécaniques, comme par exemple la morphine, c'est un merveilleux médicament antalgique, mais c'est purement un antinociceptif mécanique. La morphine sur la douleur inflammatoire, ça marche très très mal. Quand il y a des douleurs neuropathiques ou nociplastiques, à ce moment-là, on change de traitement. On a des traitements qui sont différents. Et le fait d'être capable de dire aux gens qu'ils ont des douleurs nociplastiques, ben déjà, ça évite l'errement diagnostique. En général, il n'y a rien de plus angoissant que de se dire mais pourquoi j'ai mal alors qu'on me dit que je vais bien. Certes, la maladie inflammatoire va bien, mais on sait qu'il y a des douleurs nociplastiques. On peut essayer de l'expliquer. Le fait, je pense, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais de dire tout simplement que voilà, on a débranché la prise, mais que l'ampoule continue à faire de la lumière, les gens comprennent ça, que c'est un emballement du système, alors même qu'il n'y a plus de stimulation. Et puis, ça évite les erreurs aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que le médecin est content, le patient l'est moins. Bon, ben, le médecin, logiquement, il dit, je vais essayer un deuxième anti-TNF, je vais passer un anti-L17, bref, je vais changer de biothérapie, alors que ça n'a pas d'intérêt, parce que la biothérapie fait bien son rôle, mais c'est les douleurs nociplastiques qu'il faut gérer. Et toutes les études ont montré que la meilleure façon de traiter les douleurs nociplastiques, c'était de faire des thérapeutiques non médicamenteuses, qu'on appelle thérapie cognitivo-comportementale. C'est toujours un jargon très compliqué, mais vous en entendez parler dans les médias. Cette thérapie cognitivo-comportementale, c'est la méditation, la relaxation, le yoga, la sophrologie, voilà. Donc l'hypnose et la méditation sont les deux techniques qui ont le plus de preuves scientifiques d'efficacité. Et moi, je crois que quand il y a des douleurs nociplastiques, que le rhumatologue a bien fait son job, que les anti-TNF marchent bien, mais que le patient continue à souffrir, l'aide des centres de la douleur qui sont malheureusement trop peu fréquentés par les médecins, il n'y a pas assez de médecins, etc. Mais si on arrive à rentrer dans une structure comme ça peut être d'une aide précieuse parce que ces médecins-là connaissent d'autres techniques que les antalgiques classiques et notamment connaissent bien les techniques cognitivo-comportementales. Et je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre aux questions. Et pour ceux avec qui je n'échangerai pas, je vous souhaite une belle soirée. Ça, c'est Frida Kahlo, mais c'est assez connu, je pense. Voilà. Merci, Monsieur Bertin, pour cette conférence et ces explications qui vont éclairer, je pense, pas mal de monde. Donc, Fabienne va poser les questions. S'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est soit j'ai été très, 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 très compliqué, que personne n'a rien compris, soit j'ai été très, 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 très clair et que tout le monde a compris. Alors, visiblement, vous avez dû être très très clair puisque tout le monde pense que vous avez fait un super exposé. Ah, alors, une question ici. Alors, l'activité physique peut-elle jouer un rôle pour les douleurs? Pour ces douleurs, pardon. Oui, c'est une très bonne question. J'en ai pas parlé, mais dans les thérapies qu'on a nommées cognitivo
comportemental. Cognitif, c'est l'intégration au niveau cérébral, et comportemental, c'est le comportement. Et c'est vrai que dans les stratégies que les gens développent dans les douleurs chroniques, il y a des stratégies d'évitement. C'est-à-dire que, pour faire simple, et on va sortir de la spondyloarthrite, on va prendre la lombalgie chronique mécanique, quelqu'un qui a été opéré d'une hernie discale, qui continue à souffrir, etc. Souvent, il développe une peur du mouvement parce qu'il a peur de se reconfronter au mouvement qui va, selon lui, déclencher la douleur. Et au final, toutes les études ont montré que, bien sûr, de façon très encadrée, de façon aidée, surveillée par des professionnels, plus on reconfronte progressivement les personnes à l'effort, moins le risque de redéclencher la douleur, plus le risque de redéclencher la douleur diminue. Donc, l'exercice physique est bénéfique dans la gestion de la douleur chronique, quelle que soit la douleur chronique, qu'elle soit nociceptive ou qu'elle soit nociplastique. Ça fait partie de la prise en charge, effectivement. Au-delà, en plus, ça fait partie du bien-être général, quoi. La qualité de vie passe par l'activité physique modérée, bien sûr, adaptée, progressive, adaptée à l'âge, adaptée aux capacités de chacun, adaptée à des périodes d'évolution de la maladie. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais toujours garder l'activité physique comme principe de base pour lutter, d'une part, contre les douleurs, mais aussi contre l'ankylose, et puis contre toutes les complications qu'on peut avoir de la sédentarité, notamment les complications cardiovasculaires. Alors, certaines douleurs évoquées ont-elles les mêmes caractéristiques que celles de la fatigue, comme la lourdeur? Est-ce de la fatigue ou de la douleur? Alors ça, c'est une autre très bonne question. C'est fatigue, douleur, douleur, fatigue. C'est très mal connu. C'est vrai que la fatigue est un symptôme majeur dans les maladies chroniques, pas que dans les maladies inflammatoires chroniques comme la spondyloarthrite, mais dans les maladies cardiaques chroniques, dans les cancers, etc. Donc la fatigue est un marqueur de la chronicité d'une maladie. Et la fatigue interfère certainement avec la douleur, c'est vrai, mais c'est très mal connu. On ne sait pas vraiment comment décortiquer les choses, par quel mécanisme. Mais il y a encore 10 ans, on n'aurait jamais fait un topo sur douleur et inflammation. Voilà, donc on va progresser. Il y a un autre sujet aussi, c'est sommeil. Douleur et sommeil. Ça, c'est très mal connu, mais il est clair que la douleur génère des perturbations du sommeil, mais à l'inverse, les perturbations du sommeil créent probablement une sensibilité à la douleur aussi. Et là aussi, il y a du travail à faire. Donc, dans les années à venir, je pense qu'on progressera dans ces deux domaines, fatigue et sommeil et douleur. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup, si ce n'est rien même. Alors, je suis sous Symponie et j'ai des douleurs au niveau du cœur sous forme très violente. Et on me dit que c'est peut-être sur les articulations des côtes. Avez-vous d'autres retours patients? Alors, c'est vrai que dans la spondyloarthrite, il y a des douleurs costales, des douleurs sternales aussi, des douleurs ici, des douleurs qui sont peut-être des fois un peu localisées à gauche, c'est classique, et puis des douleurs costales qui peuvent venir de la partie arrière, c'est-à-dire à la jonction entre la côte et les vertèbres. Et ces douleurs inflammatoires de la spondyloarthrite, qui sont somme toute, tout compte fait, des douleurs thoraciques, qui peuvent être assez variables en localisation, sont des symptômes classiques de la spondyloarthrite. Donc, soit c'est parce que l'anti-TNF que la personne utilise n'est pas suffisamment active pour réduire ça. Ça, c'est une possibilité. Après, bien sûr, toujours, il faut être prudent. On ne peut parler de douleur thoracique liée à la spondyloarthrite qu'après avoir éliminé quand même un problème cardiaque ou pulmonaire. Donc, il faut faire un bilan minimal, une auscultation des poumons, une auscultation du cœur, je pense quand même un ECG, un électrocardiogramme et puis une radio de thorax. Et après, on peut dire, bon, bah, c'est pas cardiaque, c'est pas pulmonaire, ok. Et puis en plus, il y a une différence qui est quand même fondamentale, c'est que dans les douleurs cardiaques ou pulmonaires, quand on appuie sur la zone douloureuse, on n'aggrave pas la douleur, parce qu'on n'appuie pas sur le cœur. Alors que quand c'est d'une douleur costale et qu'on appuie sur la zone, en général, on aggrave la douleur ou on la déclenche. Voilà, mais c'est probablement que il reste encore de l'inflammation dans cette zone-là, oui, je pense. C'est connu.
Les centres de la douleur sont méconnus et peu nombreux. Comment faire pour en bénéficier? C'est un vrai problème, les centres de la douleur chronique. Moi qui en dirige un, puisque je suis responsable du service de rhumato et du centre de la douleur, ça fait partie de mon combat de 25 ans et j'ai toujours l'impression de ne pas l'avoir réalisé, de ne pas avoir réussi parce que les autorités de tutelle sont hermétiques. Ils ne comprennent pas, mais quand vous voyez les données publiées, vous avez environ 15%, 20%, des fois, ça dépend des pays, ça dépend des études, mais allez, on va dire au moins 15% de la population qui est douloureuse chronique. Alors, tous les douloureux chroniques ne doivent pas passer en centre de la douleur, parce qu'il y a quand même fort heureusement beaucoup de douloureux chroniques qui sont bien soulagés par leur médecin traitant et puis qui arrivent à mener une vie normale avec différentes stratégies, la kinésithérapie, les médicaments, les cures thermales, enfin tout ce qu'on peut mettre en place assez facilement. Mais il y a des gens qui ne sont pas soulagés et qui relèveraient d'une prise en charge en centre de la douleur, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour la région, petite région où je travaille, il y a très peu de centres. Il y en a un à Limoges, et il y en a, je vais dire, allez, un demi, parce qu'en fait, il y a très peu de personnes qui y travaillent, à Brive, et un quart à Guéret, quoi. Enfin, il y a pas assez de monde, clairement, alors que la demande, elle est forte. Donc, pour rentrer dans une prise en charge au sein d'un centre de la douleur, je crois que la balle, elle est aussi dans le camp du médecin traitant. Il faut que le médecin traitant ou le rhumatologue traitant fasse un courrier bien détaillé expliquant pourquoi il adresse, ce qu'il attend, etc., quoi. Voilà. Et puis après, les délais sont certes un petit peu longs, mais bon, on n'est pas aussi non plus quand on a une douleur chronique dans l'urgence, même si toute douleur devrait être traitée le plus vite possible. Mais oui, moi, je pense qu'on n'a pas assez politisé, médiatisé cette problématique de centre de douleur chronique. Comment différencier les douleurs? Mon rhumatologue me dit que j'ai des points fibromyalgiques, mais il ne les prend pas au sérieux et me dit qu'elles vont disparaître. J'ai ces points en plus de la spondylarthrite. Ouais. Bah, moi, je pense que il y a deux cas il y a deux explications potentielles. Soit la personne qui a cette symptomatologie-là, ces douleurs-là, ben, elle a typiquement des douleurs nociplastiques, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'elle a sensibilisé par la stimulation douloureuse de la spondylarthrite, elle a sensibilisé son système douleur, et ce système douleur s'emballe, et donc crée plus de douleur qu'il ne le devrait. La bonne prise en charge, c'est ce qu'on a dit, plutôt les thérapeutiques non médicamenteuses, etc. Donc on en a déjà parlé. Soit, parce que c'est aussi un vrai problème, il faut l'accepter, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont en médecine. Il arrive qu'on dise à quelqu'un qu'il a une spondyloarthrite parce qu'on pense au début qu'il a une spondyloarthrite et parce qu'on ne veut pas passer à côté du diagnostic. Et en fait, d'emblée, c'est une personne qui a une fibromyalgie. Et puis dans l'autre sens, ça marche aussi. J'ai déjà vu des gens à qui on a dit vous avez une fibromyalgie, et puis 2 ou 3 ou 4 ans après, comme c'est pas une forme très sévère, on s'aperçoit qu'en fait c'est une spondyloarthrite. Donc voilà, il faut toujours du discernement, il faut toujours rester humble, mais c'est l'un ou l'autre des cas de figure. Le plus probable, c'est que ça soit quand même des douleurs nociplastiques liées au fait que la spondyloarthrite a créé un système douleur qui s'emballe. Hein, j'espère avoir bien expliqué le message. Et là, encore une fois, c'est pas la peine de s'entêter avec donner même de la morphine, ça marche pas, quoi. Donc, c'est pas la peine de changer de biothérapie, etc. Si on considère que l'inflammation elle est bien calmée, il faut faire d'autres techniques. Voilà. L'hypnose, par exemple, ou la méditation, s'il faut rentrer dans ces processus-là, ça marche bien. On est capable maintenant de faire de l'IRM cérébral de la douleur, c'est-à-dire que l'IRM fonctionnel cérébral de la douleur. C'est-à-dire que vous connaissez l'IRM qui fait de très belles images, mais là on fait de l'IRM mais de la fonction du cerveau, pas de l'imagerie du cerveau, de la fonction du cerveau, et on met en évidence les endroits du cerveau qui correspondent au système douleur. Et on prend des douloureux chroniques et on met un groupe où on leur fait rien faire d'autre que le traitement habituel et un groupe où on fait de la méditation ou de l'hypnose et on refait de l'IRM cérébral 6 mois ou 1 an après. Et on voit que les aires cérébrales
de la douleur sont beaucoup plus réduites dans le groupe qui a fait de l'hypnose ou de la méditation que dans le groupe qui n'a rien fait. Donc, il y a vraiment des preuves scientifiques d'efficacité. Après, la balle, elle est aussi un peu dans le camp du patient parce que il faut vouloir le faire. Il faut trouver une structure qui vous apprenne à le faire. Quelquefois, souvent même, c'est des stratégies qui sont un peu payantes. Hein. Enfin, c'est pas forcément remboursé, quoi. Donc ça peut limiter certaines personnes. Bon, après, on peut trouver, là, ça dépend des régions, etc. Mais on peut trouver des structures qui font de la méditation ou de l'hypnose à des tarifs qui sont très bas. Voilà, bon, ça dépend des structures auxquelles on s'adresse. Puis il y a aussi des structures, par exemple dans les centres de la douleur. Moi j'ai 3 médecins qui font deux médecins actuellement qui font de l'hypnose. C'est pris en charge par la prise en charge du centre de la douleur, quoi. Alors, une autre question qui va peut-être regrouper celle que vous venez d'évoquer. À part prescrire des antalgiques plus ou moins forts, les médecins antidouleurs sont désemparés. Non, je pense pas. À part, si j'ai bien compris, c'est à part prescrire des antalgiques, les médecins de la douleur sont désemparés, c'est ça? Tout à fait. Non, je ne pense pas. C'est pas. Enfin, après, je connais pas tous les centres de la douleur français, hein, mais pour en connaître très très bien, bien sûr celui de Limoges, mais d'en connaître très bien d'autres, notamment je connais bien Clermont, je connais un petit peu Bordeaux, enfin je connais Tours. Dans l'immense majorité des cas, quand les patients sont référés dans un centre de la douleur, ce que font les médecins des centres de la douleur, c'est de réduire la prise des antalgiques. Parce que souvent, la situation du patient fait que ce n'est pas l'amélioration par les antalgiques, mais plutôt par les techniques non médicamenteuses. Donc, ils sont pas. Non, au contraire, ils ont toute une palette, comme je vous l'ai dit. Alors, ça passe par la réadaptation du rachis à l'effort, ça passe par toutes les techniques dont on a parlé, hein, hypnose, méditation, relaxation. Ça passe par des techniques physiques. Maintenant, il y a la toxine, on peut injecter de la toxine botulinique, on peut faire des neurostimulations transcutanées, on peut même faire des neurostimulations implantables chirurgicalement, etc. Enfin, il y a plein de techniques qui ne sont pas forcément des médicaments, qui ne sont pas très connues des médecins qui ne sont pas justement dans les centres de la douleur et qui peuvent aider. Ce qui aide d'ailleurs, c'est sûr. Mais attention, douleur chronique, le message qu'il faut retenir, c'est qu'on aide les gens, on réduit la douleur, on les aide à mieux vivre avec leur douleur, mais c'est très très rare de pouvoir l'enlever, la douleur bien chronique. Ça, c'est si vous voyez quelqu'un qui vous dit vous avez une douleur chronique et je vais vous l'enlever en vous faisant ça, non. Par contre, je vais mettre en place avec vous dans une stratégie partagée, hein, avec ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire on discute avec le patient, on choisit avec lui voilà, on prend une décision commune avec des objectifs qui sont fixés à l'avance, qui sont réalistes. À ce moment-là, on arrive à réduire la sensation de douleur et surtout, on arrive à réduire l'envahissement de la vie par la douleur. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a un moment où les douleurs chroniques envahissent tellement la vie que les gens ne font plus grand-chose, deviennent un peu déprimés, etc., etc. Donc, il faut travailler tout autour de ça. Et ça, dans les centres de la douleur, ils savent faire ça, ils savent bien faire. Aucun médicament n'agit sur les douleurs nociplastiques, comme pour les douleurs neuroleptiques. Les douleurs nociplastiques ou neuropathiques, il y a quelques médicaments qui agissent quand même. Mais c'est pas. Quand vous prenez par exemple une douleur très intense, nociceptive, par exemple, je ne sais pas, moi, on va prendre l'exemple type d'une fracture, hein, ce casse de fémur, la douleur est terrible. Le meilleur traitement de la douleur, déjà, ça, il faut le savoir. Quel est le meilleur traitement de la douleur? Ça, c'est deux questions qui sont intéressantes à réfléchir. Quel est le meilleur traitement de la douleur et quelle est la seule douleur qui soit tolérable? La seule douleur qui soit tolérable, c'est presque un petit gag, mais enfin, c'est quand même intéressant de le rappeler, c'est celle des autres. Donc, il faut toujours se méfier de ça parce que c'est toujours facile de dire, bon, il souffre, voilà, mais bon, quand on a souffert soi-même, on peut imaginer que ça soit pénible. Donc, et au-delà de cette petite boutade, la première question, c'était donc, ça y est, j'ai perdu le fil du truc, c'est oui, le traitement de la douleur. Non, le traitement, le premier traitement de la douleur, c'est le traitement de la cause de la douleur. Et dans une fracture, c'est l'immobilisation, d'accord? Mais prenez une douleur aiguë,
comme une fracture. Vous mettez de la morphine, vous guérissez, enfin, vous soulagez 99,9% des gens, c'est sûr. Si vous trouvez la bonne dose de morphine, mais il y a des techniques pour le faire. Donc, les médicaments sont très efficaces dans certaines situations. Par contre, c'est vrai que dans les douleurs neuropathiques et dans les douleurs nociplastiques, les médicaments sont moyennement, pour pas dire pauvrement efficaces. Alors, lesquels fonctionnent un petit peu, c'est essentiellement les antidépresseurs tricycliques, noradrénergiques, sérotoninergiques, j'emploie des gros mots là, mais c'est en fait des... Et ça, on peut l'expliquer, on sait pourquoi ces antidépresseurs marchent, c'est pas parce qu'on les donne pas pour la dépression, on les donne pour les douleurs neuropathiques ou les douleurs nociplastiques. Parce qu'au niveau cérébral, ils sont capables d'envoyer des influx qui répriment la conduction de la douleur. Vous vous rappelez les petites flèches où il y a l'emballement électrique là, de la stimulation, mais il y a deux classes de médicaments qui sont capables de réduire cet emballement de la stimulation. C'est les antidépresseurs, certains antidépresseurs, et puis certains antiépileptiques. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez des gens qui prennent des médicaments comme je ne vais pas citer les noms de spécialité, mais la mitriptyline ou la prégabaline, etc. Donc, soit certains antidépresseurs, certains antiépileptiques. En dehors de ça, le seul antalgique qui puisse avoir une action aussi sur les douleurs neuropathiques ou nociplastiques, c'est le tramadol. Voilà. Le paracétamol, ça ne marche pas. Les anti-inflammatoires, ça ne marche pas. Les corticoïdes, ça ne marche pas. La morphine, ça marche très, très mal. Ou alors, il faut des grosses doses, donc ce n'est pas le but. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, professeur Bertin, merci beaucoup de la part de tout le monde. Nous n'avons plus de questions. Bah écoutez, si j'ai pu être utile, moi, ça me va. Hein. Et puis, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis, merci à vous, mesdames les organisatrices. Merci à vous, Monsieur Bertin, d'avoir participé à cette conférence et de nous avoir éclairé sur la douleur. Merci à tous d'avoir participé. Nous étions nombreux ce soir. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, protégez-vous, protégeons-nous. C'est la chose primordiale cette année. En attendant peut-être un vaccin pour 2021. En attendant, passez une bonne soirée, de bonnes fêtes et je le répète, car on ne le répétera jamais assez, protégeons-nous. Et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.